Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Les voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Nicolas Corato. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Bonsoir fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Luc-Éric Rief est avec nous, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Luc-Éric, entrepreneur, porte-parole du syndicat Place Alliance, syndicat patronal de la plasturgie et des composites. Faut-il s'attendre à une abstention record le 10 avril prochain, premier tour de l'élection présidentielle? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et le 0826 300 300 pour réagir, pour débattre avec nous, avec Nicolas Corato, avec Luc-Éric Rief. Selon un sondage BVA, 29% des Français inscrits sur les listes électorales ne comptent pas se rendre aux urnes le 10 avril prochain. En tout cas, il doute fortement, si ça se confirme, l'abstention serait semblable à celle de l'élection présidentielle 2002. Évidemment, on s'en souvient tous. Plusieurs raisons qui expliquent ce chiffre donné par l'Institut BVA. Première raison, 41% des sondés expliquent que l'élection ne changera rien à leur quotidien. On va y revenir d'ailleurs sur ça. Et pour 4 Français sur 10, les jeux sont déjà faits. Alors, c'est vrai que pour les Français, une grande majorité d'entre eux pensent que ça y est, c'est plié. Emmanuel Macron remportera l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Corato, juste après, je vous poserai la même question, Luc-Éric Rief, est-ce qu'on peut dire à 20 jours du scrutin que les jeux sont faits? Nicolas. C'est une bonne question. Quasiment fait. Ça dépend quel jeu. La victoire d'Emmanuel Macron. Non, mais justement, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord, les jeux ne sont pas faits sur le premier tour. Aujourd'hui, on ne sait pas qui sera. On imagine bien, avec assez de sécurité, que Emmanuel Macron sera au second tour. Mais il y a encore des doutes sur la personne qui l'accompagnera au second tour. C'est-à-dire qui passera le premier tour entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, peut-être un troisième homme, à voir. Mais il y a quand même une incertitude sur le premier tour. Donc il y a une raison de mobilisation de certains électeurs sur le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis on verra en fonction du résultat du premier tour, la mobilisation et l'intérêt du scrutin pour les Français au second tour. Moi je pense qu'il ne faut pas... une élection, ça se passe par tranche, il ne faut pas sauter les étapes. Regardons le premier tour. Je pense que les Français ont de quoi choisir au premier tour pour différents projets de société. Et pour le coup, il y a une offre politique diverse, variée, clivante, discriminante qui s'exerce pour le premier tour. Et puis ensuite, on verra au second tour. Mais je pense qu'il faut faire les choses l'une après l'autre. Il est vrai que le contexte actuel diplomatique, militaire, va plutôt dans le sens d'une réélection du président. Tout dépend de la qualité du débat et du débat politique qui aura lieu entre les deux tours. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, Luc-Éric Rief, aussi ce qui expliquerait cette abstention record? Est-ce qu'il n'y a pas trop de sondages? On est toute la journée, il y a au moins 2-3 instituts de sondage qui nous expliquent évidemment que c'est Macron qui va l'emporter au second tour, que c'est Le Pen qui sera au second tour face au chef de l'État. Est-ce que c'est pas ça aussi la raison finalement quand les Français disent c'est plié, c'est-à-dire tous ceux qui veulent autre chose, un autre projet que celui proposé par Emmanuel Macron, eh bien ont peu d'espoir et se disent donc c'est pas la peine d'aller voter. Luc-Éric Rief. Alors, je vais être franc avec vous, Philippe. Moi, je serai un peu plus réservé déjà sur le premier tour. Je pense qu'il peut y avoir aussi un rejet complet d'Emmanuel Macron, parce que les Français, ils ont peut-être un petit peu assez à la fois de certains discours, de certains propos, de certaines attitudes ou postures, voilà, peu importe. En tout cas, je ne suis pas du tout convaincu que le conflit en Ukraine et en Russie risque de lui porter avantage, parce qu'on a bien vu que ces démarches pour essayer de créer un effet diplomatique dans lequel la France serait fer de lance, on peut porter de fruits. Donc, il faut se méfier. Moi, je pense que déjà, première chose, premier tour, c'est totalement indécis et à mon avis, loin d'être plié. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il pourrait être éliminé, on pourrait imaginer un scénario où Emmanuel Macron ne figurerait pas au second tour? Non. Peut-être pas éliminé, mais probablement pas à la hauteur de 30 ou 31% comme les derniers sondages le prévoient. En ce qui concerne les sondages, moi je suis quand même relativement circonspect. Depuis les dernières élections, qui est les dernières au pluriel, on voit bien que les sondeurs ont plutôt fait mauvaise route et les choix qu'ils ont opérés, rappelez-vous les dernières élections régionales qui donnaient à l'extrême droite au Rassemblement national un certain nombre de régions, zéro in fine, pas de région du tout acquise par le RN. Donc moi je suis assez circonspect, voilà, je suis très pragmatique.
dramatique. Et je vais attendre effectivement le résultat du premier tour pour savoir ce que ça donne. Mais les sondages, en fait, m'inspirent peu de confiance, ou en tout cas leur crédibilité, je peux la remettre en cause aisément. Alors tiens, pour revenir sur le score du chef de l'État dans le rolling IFOP fiducial de ce lundi, Emmanuel Macron perd 3 points. C'est beaucoup, alors il était à 32, il est à 29. C'est beaucoup, Nicolas Corato, de perdre comme ça en 4 jours 3 points pour un favori, pour un président sortant? Oui, objectivement, c'est beaucoup et c'est pas le seul sondage qui place Emmanuel Macron en baisse. Je suis d'accord. Il faut prendre avec beaucoup de précaution les sondages, même si on voit quand même certaines tendances. C'est vrai que depuis la fameuse conférence de presse d'Emmanuel Macron, qui d'une certaine manière a fait un discours de second tour, un discours de président quasiment réélu. On voit qu'effectivement ça tangue dans les études d'opinion parce que le discours du président était totalement assumé, c'était un discours néolibéral complètement assumé, là où certains de ses électeurs attendaient peut-être une inclinaison un peu sociale, un peu de gauche. Et je pense que ça crée des frustrations dans une partie de l'électorat, de la composante gauche de la majorité présidentielle. Par exemple, vous pensez que le thème du RSA a choqué une bonne partie des Français, le RSA en échange de quelques heures de travail par jour? Oui, le RSA conditionné par de l'activité, bien entendu. Je pense que la retraite à 65 ans également a dû marquer, mais je vais vous dire plus encore. Je pense qu'il perd beaucoup d'intention de vote chez le corps enseignant, chez les instituteurs, les professeurs, qui est un corps qui a massivement voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui aurait été prêt, à mon avis, à revoter pour lui en 2022, malgré un certain nombre de critiques qu'il formule vis-à-vis de la politique menée par M. Blanquer, et qui certainement a été extrêmement peiné, voire même vexé des mots qui ont été employés par le président de la République à leur égard. Donc je pense que cette conférence de presse n'était pas une bonne opération politique de la part du candidat Emmanuel Macron et qu'il en subit aujourd'hui les conséquences en termes de sondage. Et je suis assez d'accord, peut-être qu'Emmanuel Macron ne sera pas si haut au premier tour. Moi je pense qu'il sera au second tour. Je peux me tromper, mais je pense qu'il sera au second tour. Peut-être pas avec l'écart qu'on lui prête aujourd'hui. Et il est tout à fait possible, rappelons-nous le premier tour de 2017, où finalement on avait 4 candidats dans un mouchoir de poche autour de 20%. Rien n'est impossible par rapport à cet élément-là. La campagne, en fait, il faut le dire, la campagne présidentielle, ça fait des mois qu'on en parle. Je pense que pour les Français, elle commence à peine. Donc les choses ne sont pas cristallisées et les Français commencent à peine à s'intéresser au débat de l'élection présidentielle. C'est pas particulier à cette élection présidentielle, c'est toujours comme ça. Alors, Luc-Éric Krief, vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Corato ? Ah oui, complètement. Je dirais même, je vais la renforcer un petit peu, si vous voulez, quand on regarde, en quelques mots, Philippe, parce que quand on regarde aujourd'hui au niveau des pourcentages, la droite ou l'extrême droite totalise peu ou prou 40% au niveau des intentions de vote. Donc de toute façon, Macron a intérêt à droitiser un petit peu son discours, parce qu'il va falloir aller piocher l'électorat à ce niveau-là. C'est pas les réserves qu'il va avoir à gauche avec un socialiste, une socialiste qui est à 2%, et un Mélenchon qui lui apportera aucune voix nécessairement. Donc forcément, il va falloir qu'il aille piocher du côté de la droite, et c'est peut-être son électorat de gauche qui a été profondément choqué à travers ce qu'a pu dire Nicolas. Et pourtant, Luc-Éric Krief et Nicolas Corato, c'est pas un débutant quand même. Emmanuel Macron, il est intelligent, il est stratège, il analyse. Qu'est-ce qui lui a pris, Nicolas Corato, de se lancer sur le RSA conditionné par des heures de travail, sur la retraite à 65 ans, sur les professeurs? Il savait très bien qu'évidemment, il allait se mettre à dos les enseignants qui ont voté pour lui, une partie de la population française, Nicolas. Mais je pense que c'est l'idée d'être très très clair sur ses ambitions, de ne pas laisser de flou sur son orientation politique, de donner un message très clair à l'électorat de droite. Je suis tout à fait d'accord. C'était lui qui était visé par ce discours. Et puis peut-être l'idée de l'effet drapeau. Vous savez, cette idée que de toute façon, étant donné la situation, les Français ne voudront pas changer de leader, ne voudront pas prendre le risque, ne voudront pas d'aventure, et que d'une certaine manière, il est déjà d'une certaine manière le futur président de la République. C'est un positionnement assez dangereux. Je dis pas que ça peut remettre en cause sa réélection, mais il prend un risque. C'est un joueur, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui aime jouer au poker, qui aime parfois disrupter, bousculer les pensées, les opinions. Et il était assez fidèle, d'une certaine manière, à son comportement qu'on connaît depuis 5 ans. Faut-il s'attendre à une abstention record ? On vous pose la question sur les réseaux sociaux et on vous pose la question évidemment à vous qui nous écoutez. 0826 300 300. Corinne est avec nous. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Bonsoir, ma chère Corinne, vous appelez de Chamonix. Mais c'est un plaisir, Corinne, allez-y. Alors, est-ce que vous allez voter, vous, le 10 avril? Moi, j'ai pas voté au régional. J'ai voté toute ma vie, parce que je suis très politique. Ouais. Je suis assez... Quoique là, maintenant, ça me fatigue un petit peu en ce moment. Mais je n'irai pas voter au premier tour. Et donc, c'est la première fois. C'est pour la première fois, vous n'iriez pas voter au... Première fois, ouais. J'irai pas voter au premier tour parce que il y a rien d'ambitieux. Je veux dire, quand on me parle du RSA, comme vous me parlez, qu'on va les faire travailler 20 heures, on n'arrive déjà pas à réorganiser l'hôpital. On a des cabinets de conseil qui font n'importe quoi, sans rapport, sans payer d'impôts. Donc tout ça, c'est du blabla, blabla. Donc moi, je vais pas voter le premier tour, et puis le deuxième tour, je ferai tout sauf Macron, parce que nous, le peuple, mais pas le peuple, même la classe moyenne, il faut qu'ils se méfient, parce qu'ils n'ont pas été avec les gilets jaunes, parce que c'était des beaufs, c'était des gens qui n'étaient rien. Et ben la classe moyenne, qui gagne 4500, on va manger. Mais on va manger grave, parce que là on est en train de donner des millions, des milliards à tout le monde. Écoutez, moi il y a un truc que je ne comprends pas. Hier j'ai regardé sur la 5, Huawei, ils ont fait un village, mais qui est énorme, 1,5 milliard, et on n'arrive pas à s'occuper de nos vieux. Et on va voter Macron qui n'a pas d'idée. Lui c'est son ambition, il n'a pas d'idéologie pour la France, pour l'avenir, à long terme, voilà. Oui, donc, alors voilà. Revenons sur le premier tour. Il n'y a aucun, vous ne vous retrouvez dans le projet d'aucun candidat, il y a 12 candidats. Au point de ne pas aller voter? Moi, je considère que les gens qui travaillent, là, maintenant, on est méprisés. On veut nous mettre la retraite à 65 ans alors qu'on nous faut à la porte à 50 ans. Et puis, de l'autre côté, il y a de la fraude sociale, il y a de la fraude fiscale, il y a les cabinets de conseil qui nous prennent, les sondages qui nous prennent. Et encore, on va nous mettre à 65 ans. Mais moi, j'ai fait que des métiers durs dans ma vie. Donc, moi, à un moment, j'en ai marre de payer pour des gens qui ne font n'importe quoi, qui n'ont pas d'idéologie. De Gaulle, il nous avait bien dit des projets, indépendance énergétique, indépendance de la nourriture, indépendance diplomatique. On a tout paumé, on a tout laissé partir, on n'a plus d'industrie, on ne fait pas de commerce extérieur, on ne fait rien. Et ces hommes politiques, on va encore les remettre pour 5 ans, qui vont encore nous baiser. Non, mais il faut arrêter, les conneries, là. Alors, Nicolas Corato, selon l'Institut de sondage BVA, 41% des sondés expliquent que l'élection ne change rien à leur quotidien. C'est pourquoi d'ailleurs ils ne vont pas aller voter. C'est un petit peu ce que dit Corinne, Nicolas. Hein. Oui, c'est même... Corinne exprime des choses assez violentes, parce que c'est vrai que ça rejoint d'ailleurs une étude qui avait été faite par la Fondation Jean Jaurès, l'idée que les Français croient de moins en moins, même plus à la représentativité, mais à la démocratie. C'est-à-dire à l'utilité de la démocratie. Ce qui pose une vraie question à notre République et à notre manière de vivre ensemble. Et le témoignage de Corinne est assez glaçant, parce qu'on sent bien que aucune solution ne trouve grâce à ses yeux, et que la confiance est définitivement rompue, non seulement avec le chef de l'État, mais ça on l'avait déjà vu d'une partie de la population, pas de la majorité de la population, il faut bien le dire, d'une partie de la population, mais également qu'elle s'exprime à l'égard des autres candidats, alors que par exemple sur la retraite à 65 ans, il y a des candidats assez sérieux, à gauche comme à droite, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, qui proposent d'autres modèles alternatifs. Mais ça ne suffit pas à engager la confiance de votre auditrice. Et ça, effectivement, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire, par quoi on remplace ce débat démocratique si une partie importante de la population n'y croit plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après l'élection présidentielle, il y aura un troisième tour qui se jouera dans la rue, qui se jouera dans les grèves, qui se jouera dans les mouvements sociaux, qui se jouera peut-être dans des mouvements identiques ou comparables, par exemple aux Gilets jaunes, ou au mouvement anti-vax. Donc tout ça est assez inquiétant. On voit dans l'histoire des présidentielles qu'on est à un taux d'abstention généralement qui tourne autour de 20%, sauf 2002. Là, si on passe au-dessus des 30%, comme le disent certains instituts d'opinion, ça commence à devenir très, très, très inquiétant et très fragilisant. Non pas pour le prochain pouvoir en place, que j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron nous a habitués à être fragilisés ou à se sentir fragilisés, mais fragilisant pour notre démocratie à nous. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas Emmanuel Macron. La démocratie, c'est la manière dont nous avons décidé, de nous diriger nous-mêmes, nous, le peuple souverain. Ça pose une vraie difficulté. Ouais. À qui, et c'est ma dernière question, à qui ça pourrait profiter, cette abstention record, si elle a lieu, Luc-Éric Krief?
Je pense que ça peut profiter à un populiste, voilà. Donc voilà, ça peut être l'inquiétude, parce que si je reprends le propos de Corinne, pour moi je trouve pas glaçant, je trouve tout à fait éloquent en fait. Je pense que Nicolas partagera, c'est plutôt éloquent de ce qui se passe en France. Et à mon avis, on s'oriente vers une cohabitation qui risque de figer encore un petit peu plus les choses. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, qui n'aura pas eu de programme, puisqu'en fait c'est un patchwork d'idées que l'on a aujourd'hui, on n'a pas de réel programme, et je pense qu'à un moment donné, il sera bloqué avec une Assemblée nationale qui sera composée de différentes composantes et qu'on aura beaucoup de difficultés. Alors je vois peut-être pas des gilets jaunes, parce que je pense que les Français ils en ont un petit peu ras-le-bol et que Macron a été relativement ferme sur la gestion des gilets jaunes. Moi je vois beaucoup plus une cohabitation qui débouchera sur rien du tout, et une démocratie qui va être totalement figée pendant 5 ans. Ouais. Voilà, donc on va avoir des mécontents et on va avoir un État qui va être complètement immobile, avec, comme le disait tout à l'heure Corinne, des milliards qui ont été dépensés qu'il faudra rembourser à un moment donné. Ouais. Merci à vous Corinne pour votre témoignage. Merci. Dans un instant, restez avec nous. Les vraies voix de la politique reviennent. Le dérapage de Fabien Roussel dans l'émission de Canal+ au tableau, qui sera diffusée dimanche, dans quelques jours. Selon le candidat communiste, Fidel Castro est un camarade. Fabien Roussel a hésité sur Staline. À tout de suite, avec Nicolas Corato et Luc Krief. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les voix de la politique. Et ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès de l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, c'est aux éditions Iridium. Luc Krief est avec nous, entrepreneur, porte-parole du syndicat Plastalliance. C'est le syndicat patronal de la plasturgie et des composites. On poursuit ces vraies voix de la politique. Dimanche sera diffusée sur Canal+, l'émission Au tableau. Vous savez, c'est cette émission où les personnalités des célébrités sont interrogées par des enfants, des élèves, des écoliers. Plusieurs candidats étaient invités, dont le candidat communiste Fabien Roussel. Les enfants lui ont posé plusieurs questions et lui ont même concocté un petit jeu, camarade, pas camarade. Le principe, Fabien Roussel devait positionner des photos dans une des 2 colonnes du tableau. Alors, première colonne, c'est la colonne camarade. La deuxième colonne, c'est la colonne pas camarade. Et le candidat communiste a décidé de mettre Fidel Castro dans la catégorie camarade. Je vous propose de réécouter l'extrait qui nous a été dévoilé par nos confrères de CNews. Fidel Castro est celui qui a avec Che Guevara, avec d'autres, libérer Cuba, qui était occupé par les Américains. Pour moi, il fait partie de ceux qui ont permis à ce peuple cubain d'avoir leur propre indépendance. Et d'ailleurs... Oui, mais il était quand même très strict. Alors, mais on peut tout à fait contester la manière dont le régime est mis en place. Et c'est pour ça que je vais, moi, émettre des critiques là-dessus. Mais je préfère à garder en mémoire le fait qu'il a permis la libération de son pays. Alors, on va revenir sur les propos de Fabien Roussel sur Fidel Castro. On lui a proposé une autre photo lors de cette émission, celle de Staline, et Fabien Roussel a eu du mal à choisir l'une des 2 colonnes, donc camarade, pas camarade. Il s'est expliqué d'ailleurs lors de l'émission. Je vais vous dire ce qu'a dit Fabien Roussel, comment il s'est justifié. Staline est celui qui a été le chef de guerre contre le nazisme, c'est ce qu'a dit le candidat communiste. D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe, et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays. Je ne sais pas comment on peut faire, je ne sais pas où le mettre, camarade ou pas camarade. Est-ce qu'on peut dire que Fabien Roussel a dérapé, Nicolas Corato? Non, moi je trouve pas. D'abord, je trouve cet exercice qui n'a pas été mis au point par les enfants, mais par la production bien sûr. absolument piégeux. Et puis je dirais que tous les commentateurs de droite qui adoraient Fabien Roussel vont découvrir que Fabien Roussel est un candidat communiste. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve ces explications. Alors, il faut mettre dans une case. C'est impossible de mettre dans une case, mais je trouve ces explications assez équilibrées. Il dénonce les crimes des 2 d'ailleurs dirigeants, mais retient ce qui a marqué d'une certaine manière l'histoire telle qu'il la voit lui, telle qu'il la voit à partir de sa culture politique à lui, de sa culture propre. Je rappelle que Fabien Roussel était très proche de Georges Marchais. On voit très bien qu'il y a une filiation très très proche des dirigeants de l'Union soviétique. Je ne partage pas cette filiation-là. Et ce que je veux dire, c'est que je trouve quand même insensé qu'en 2022, on ait des émissions qui pourraient être aussi intelligentes qu'au tableau et qui tranchent dans la caricature et dans le piège vis-à-vis des candidats. Moi, je trouve que son propos est assez équilibré. Je trouve que le débat avec les enfants est assez intéressant. Et puis, c'est un vieux débat. Le rapport, par exemple, du Parti communiste avec la figure historique de Staline ou la figure de Fidel Castro. Donc,
laissons ces débats historiques derrière nous, ils sont importants, mais encore une fois, moi ça me fait un peu sourire, c'est-à-dire que je trouve que ce sont les mêmes qui depuis 2 mois trouvent Fabien Roussel tout à fait accessible et intéressant, qui découvrent en même temps que c'est un candidat du Parti communiste français. Bienvenue à gauche. Ouais. Lucas Krief, ça vous a choqué les propos de Fabien Roussel ? Alors oui, ce qui m'a choqué, moi je vais être beaucoup plus direct que Nicolas. Ouais. En fait, moi c'est le marteau, la main droite, la faucille, main gauche, Ouais. inversement, peu importe. Moi ce qui me gêne beaucoup plus, c'est de réécrire l'histoire de Cuba devant des enfants. Que Fidel Castro ait libéré le peuple cubain, c'est peut-être probablement vrai. Par contre, qu'il est complètement emprisonné et qu'il est empêché à la fois de sortir vivre misérablement. Il faut savoir qu'un professeur gagne entre 80 et 100 euros par mois, ou un médecin 200 euros par mois. Je considère pas que Fidel Castro ce soit un idéal de vie. Voilà, donc si le communisme effectivement se résume à la libération d'un pays en oubliant et en occultant complètement les conditions de vie qu'il a entraînées pour les Cubains, faut pas oublier quand même que les Cubains vont toujours chercher à fuir Cuba. Ça c'est écrit dans tous les livres et malheureusement c'est une vérité que Fabien Roussel aura beaucoup de mal à contredire. À Cuba, on ne vit pas. À Cuba, on survit. Donc Fidel Castro a mis en place une dictature communiste complètement de gauche tournée vers la Russie et il a emprisonné son peuple dans une sorte de misérabilisme et honté. Voilà, donc je pense que réécrire l'histoire devant les enfants, c'est un acte dangereux et qui doit être répréhensible. On ne peut pas dire uniquement Fidel Castro a libéré les Cubains. Non, il a rendu Cuba pauvre, il a rendu Cuba une île où les gens n'avaient qu'une seule envie, c'était d'en partir, et où les Cubains se trouvaient complètement embrigadés par un communisme dictatorial du même acabit que Staline. Puis Staline, je ne vais pas revenir, Staline a tué des millions de personnes, pas savoir s'il est camarade, pas camarade. Je pense que Fabien Roussel a peut-être envie de réécrire l'histoire, et c'est une histoire dangereuse qui s'inscrit dans les lèvres de Fabien Roussel. Ouais, non, en fait, Nicolas Corato, tuer des millions et des millions de personnes, ça prime évidemment sur un continent qu'on a libéré, Nicolas Corato. Non, mais moi je trouve que il faut regarder l'extrait. Je trouve que Fabien Roussel il faut regarder l'extrait complet, plus nuancé que ce que vous avez donné, notamment sur la personnalité de Staline. C'est un vieux débat au Parti communiste sur ce qu'on doit retenir de l'héritage de Joseph Staline, entre le pacte germano-soviétique, l'entrée en guerre, les purges, l'antisémitisme, la collectivisation, la famine, le goulag. On voit très bien tous ces débats qui ont irrigué la gauche pendant la deuxième moitié du XXe siècle pour arriver, on va dire dans les années 90, finalement, à un aggiornamento au Parti communiste, mais qui s'est fait dans la douleur et qui laisse encore des traces. Donc oui, c'est compliqué de se détacher de l'image héroïque de Joseph Staline pour quelqu'un qui, comme Fabien Roussel, a été élevé dans cette culture communiste qui était une culture très officielle, encore une fois. Hein. On ne parle pas de stalinien pour rien au Parti communiste français jusqu'à Georges Marchais. Donc, il est l'héritier de cette culture-là. Je pense qu'il en parle de manière assez nuancée dans l'émission. Je ne suis pas sûr qu'il réécrive l'histoire. Je crois qu'il fait un effort sur lui-même et sur l'histoire de laquelle il vient, de laquelle il naît. Ouais. Il est sur le contraste. Mais on n'a jamais entendu assez fort, effectivement, le Parti communiste français s'élever contre les crimes de Staline, qui sont des crimes contre l'humanité et qui ont ensanglanté le XXe siècle et qui d'ailleurs laissent des traces encore aujourd'hui quand on voit notamment la filiation qu'on peut faire entre Vladimir Poutine et Staline. Donc voilà, c'est difficile pour quelqu'un comme Fabien Roussel d'arriver à cet exercice-là. Je trouve que dans cette émission, contrairement aux extraits qu'on a gardés, il fait plutôt bien l'exercice. Moi, je trouve qu'on le met dans un piège assez inique, assez malhonnête, de devoir classer entre camarades et non camarades. Moi, je m'en serais sorti autrement, mais c'est difficile de réagir immédiatement dans l'émission. On peut le faire à froid, c'est plus facile. Il aurait pu dire pour telle raison c'est un camarade, pour d'autres raisons ce n'est pas un camarade, par exemple. Mais faire la différence aussi entre les communistes français et le communisme dans l'Union soviétique. Voilà, le Parti communiste en France a jamais été un parti autoritaire, dictatorial ou qui prônait
prôné d'une certaine manière l'envoi dans des goulags de millions de personnes. C'est un parti aussi qui a libéré la France avec d'autres partis, avec d'autres courants politiques, et qui a participé à cette libération, avec ou sans Staline. C'est pas le sujet. Donc, je veux dire, moi, le meilleur camarade d'un communiste français, c'est peut-être, j'en sais rien, moi, quelqu'un comme Roll Tanguy, etc., qui sont des gens qui se sont véritablement illustrés dans la libération du pays. Mais c'est un exercice très compliqué pour un communiste qui vient de cet héritage-là, de cette histoire-là. Il faut le comprendre et il faut entendre aussi qu'ils ont fait du chemin. Peut-être pas suffisamment à nos yeux, mais ils ont fait du chemin. Ça peut lui porter préjudice, Nicolas Corato, Fabien Roussel? Je suis pas persuadé. Moi, je pense que l'électorat de Fabien Roussel n'est pas un électorat qui est braqué sur l'histoire politique du pays. C'est un électorat populaire qui souhaite retrouver une forme de souffle et de solidarité, de lutte aussi contre les intérêts des plus riches du patronat et du capitalisme. Je pense qu'on est sur un électorat qui se fout pas mal de ces théories-là. Ouais, alors, vous parliez des explications de Fabien Roussel. Évidemment, on a passé des extraits, on ne pouvait pas tout passer, mais vous les retrouverez sur Canal+, puisque l'émission Au Tableau est diffusée sur Canal+, dimanche soir. Voilà, à partir de 21h, comme ça, vous ferez votre propre idée, votre propre opinion. Tiens, Luc-Éric Krief, ça peut lui porter préjudice à Fabien Roussel, cette séquence, qu'on verra évidemment plus en détail dimanche. Moi, je vais être alors, il n'est pas haut, Fabien Roussel. Il a moins de 5. C'est exactement là-dessus que j'allais rebondir. C'est quand on fait 4% de l'intention de vote. Je vais vous dire, porter préjudice qu'on perd 10% de 4%, ça fait pas grand-chose. Non, moi, ce qui me gêne. Non, mais pour l'image. Nicolas. Ouais, pour l'image, probablement. Mais même s'il perd 10% de son électorat, bon, il fera 3,6. Franchement, ça change pas la donne. Non, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est effectivement, j'entends que Fabien Roussel a été baigné par l'esprit russophone et puis de Marché. Mais Marché, c'est il y a 40-50 ans. C'était une figure du Parti communiste français il y a 50 ans. C'est l'âge de Fabien Roussel, pardon. Ouais. Donc globalement, comment ce type-là, il peut se revendiquer d'une culture de Georges Marchais, alors qu'il était tout petit quand Georges Marchais, il officiait à la télévision, et on se souvient de certains débats homériques de Marchais, qui étaient très plaisants à écouter. Je pense qu'à mon avis, le Parti communiste ne s'est pas refondé. Je pense que le Parti communiste essaie de se rattacher à des valeurs qui sont séculaires et totalement dépassées, et qu'il faudrait qu'à un moment donné, les communistes regardent un petit peu comment la société évoluait, plutôt que se tourner vers un passé qui n'existe plus. Ouais. Alors, il a appelé, alors vous avez dit, il fait entre 4 et 6% selon les instituts, entre 4 et 5% selon les instituts de sondage, Fabien Roussel. Il a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon si jamais le candidat insoumis se retrouvait au second tour. Est-ce qu'il est possible, ce sera ma dernière question, très vite, est-ce qu'il est possible, et les militants y croient de plus en plus, que Jean-Luc Mélenchon se retrouve au second tour? Ce serait une surprise. Nicolas Corato. Il y a une dynamique qui a été confirmée d'ailleurs par la manifestation à la République. Il y a une dynamique également dans les ralliements, il y a une dynamique dans les sondages. C'est important, les dynamiques. Les sondages, à la limite, c'est important, c'est de regarder les dynamiques. Il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Mélenchon fait partie des hommes qui montent aujourd'hui. Il est proche du second tour, puisque vous savez qu'il y a des marges d'erreur à 2-4% qui permettent d'envisager... Bon, tout ça encore est une fois été un petit trou de souris, éventuellement un coup de pouce de l'histoire, mais... Effectivement, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est un candidat, le seul candidat à gauche qui puisse prétendre au second tour. Oui, ça c'est sûr. Luc-Éric Krief. Oui, moi je vais donner quelques chiffres. Et son déplacement, son meeting à République, c'est 100 000 personnes contre 120 000 lors du dernier meeting qu'il avait effectué. Donc c'est 20 000 personnes en moins. Donc effectivement, il peut y avoir une dynamique dans les sondages, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les sondeurs peuvent se tromper. Donc cette dynamique, un coup je te prends 2 points, un coup je t'en perds 3. Pour moi, c'est pas très significatif. Mais c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque parce qu'aujourd'hui, le débat, quand on regarde Pécresse, il y a des annonces qui sont faites qui sont complètement ridicules et qu'on les tourne en ridicule. Quand on entend effectivement Zemmour, on peut se poser des questions sur son clivage et sur son positionnement. Marine Le Pen me paraît peut-être, mais c'est un avis complètement objectif, qui ne présuppose en rien mes intentions de vote, bien évidemment. Marine Le Pen est la seule qui aujourd'hui arrive à peu près à stabiliser son électorat et ses pourcentages. Et il y a ce phénomène Macron dont on ne connaît pas très bien le programme. Donc effectivement, Mélenchon peut tirer, comme on dit, les marrons du feu. Voilà, moi je serai très attentif à ce premier tour et puis surtout effectivement sur cette abstention dont on ne connaît pas les niveaux. Oui. Merci à vous, Luc-Éric Krief, entrepreneur, porte-parole du syndicat Place Alliance, et Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Dans un instant, c'est le Loft Music.